Bonjour Ovidie. Bonjour. Merci à vous d'être à la Fête de l'Humanité. Ça vous fait quoi d'être présente à cette fête? Je suis ravie déjà. Le débat était riche, passionnant et riche en réactions aussi. C'est surtout ça que je trouve intéressant. On a abordé des thématiques qui ne sont pas forcément toujours abordées ici, ou en tout cas en milieu militant non plus. Oui. On l'a dit d'ailleurs durant le débat, que souvent les questions d'intimité et de sexualité étaient un peu considérées comme des sous-combats, qu'il y avait déjà le féminisme était un peu considéré comme un sous-combat, mais qu'en dessous il y avait encore les questions d'intimité. Donc là je trouve ça bien qu'on aborde cette question de l'intime politique ici dans ce contexte. Oui, parce qu'en fait vous êtes venu pour participer à ce débat féminisme quand l'intime est politique. Que signifie pour vous être féministe pro-sexe comme vous vous définissez? Qu'est-ce que le féminisme pro-sexe? Alors, je ne me définis plus comme féministe pro-sexe, mais j'ai appartenu à ce mouvement pendant pas mal d'années. C'est un mouvement dont je me suis beaucoup revendiquée. Alors, le mouvement féministe pro-sexe, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis au début des années 80 et qui est né de ce qu'on appelait les sex wars, c'est-à-dire une scission intraféministes entre d'un côté des féministes abolitionnistes et d'un autre côté d'autres féministes qui ont pris plutôt parti pour une défense des droits des travailleurs du sexe. Et là, il y a eu, ça a été en fait c'est un sujet, c'est toujours d'ailleurs un sujet extrêmement clivant en milieu féministe, il y a eu donc cette scission. Et donc il y a eu la création de ce mouvement féministe pro-sexe ou sexe positif aussi, on l'a appelé comme ça, qui est donc né à ce moment-là aux États-Unis et qui s'est développé ensuite au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000 en Europe. Et ce mouvement-là, je dirais sa particularité, ça a été de réclamer des droits pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et il y a eu aussi l'idée de parler plus de sexualité, surtout d'en parler mieux, c'est-à-dire d'en parler moins dans la représentation et la performance, mais plutôt d'en parler dans une quête d'épanouissement, affranchie des tabous, des normes et des injonctions. Alors, vous déclariez à Télérama: je m'intéresse à tous les combats oubliés du féminisme. Alors, quels sont ces combats, quels sont ces oubliés du féminisme? Alors, il y a de moins en moins d'oubliés du féminisme aujourd'hui, parce que voilà, on en parle beaucoup plus. On est dans une période où il y a une effervescence autour des combats féministes, et c'est très bien. Mais il y a eu, pendant pas mal d'années, des combats qu'on a mis de côté. Par exemple, la question de l'accouchement et des violences obstétricales, sur laquelle j'ai travaillé, je fais un film dessus. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été mis de côté, ça a été un peu oublié, parce que déjà, on n'avait pas envie de s'encombrer des questions de maternité. On estimait que voilà, on avait suffisamment lutté pour pas être uniquement des poules pondeuses, on n'avait plus envie de s'encombrer de ces questions de maternité. Et en plus, on est parti un peu du principe que la péridurale avait tout réglé sur la question de la souffrance, je dirais, pendant l'accouchement. Et c'est seulement au milieu des années 2010, donc vers 2014-2015, que la question des violences obstétricales a ressurgi, parce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, finalement déjà avant MeToo, une libération de parole sur ces questions-là, plein de femmes qui ont témoigné des violences sexistes qu'elles avaient subies en cabinet, en maternité, à l'hôpital, voilà. Donc ça, par exemple, ça fait partie des combats oubliés pendant un temps. Justement, vous, Ovidie, vous avez évoqué le mouvement MeToo. Alors, pour vous, ce mouvement-là, est-ce que ça a été un marqueur dans l'histoire du féminisme? Il y a un avant et un après MeToo, oui. Faut être clair. Ça. Même si on dit oui, non, il n'y a pas eu de libération de parole, c'est juste qu'on ne nous a pas entendus, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça, ces discours-là, ils existaient déjà, ces témoignages-là existaient déjà, c'est juste qu'ils étaient moins portés, moins médiatisés, etc. Donc c'est vrai que, évidemment que ça existait, évidemment que tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, on l'a toujours dénoncé, et voilà. Mais il y a quand même un avant et un après, dans le sens où on a pris acte de la situation. C'est-à-dire, avant, il y avait une forme de souffrance chacune de notre côté, sur des questions de violences sexuelles, par exemple, ou des questions de violences obstétricales, comme on vient de l'évoquer. Là, l'accumulation des témoignages, comme ça, sur les réseaux sociaux, fait que tout à coup, on s'est rendu compte qu'on était moins seuls, tout simplement, qu'on était nombreuses finalement à vivre des choses, mais même parfois, je dirais pas insignifiantes, parce que ça n'est pas insignifiant, mais même parfois des micro-violences, je dirais, au quotidien. On a été un certain nombre, des millions, dans des dizaines de pays, à témoigner de toutes ces violences-là, et c'est cette accumulation de témoignages qui fait qu'on a pris acte, je dirais, du problème. Et c'est assez marrant, parce qu'autour de moi, j'ai plein de copains
hommes qui m'ont dit à cette époque-là, à peu près au moment de MeToo, donc octobre 2017, que avant ils n'avaient pas réalisé. Pourtant on leur disait déjà, ouais, je me suis encore fait emmerder dans la rue aujourd'hui, mais ça montait pas au cerveau. Et en fait, tout à coup, il y a eu ce truc-là de nos potes, nos compagnons, nos frères, qui ont commencé à nous dire ah ouais, mais je me rendais pas compte en fait. Donc il y a eu une prise de conscience quand même. Il n'y avait pas une prise de conscience du côté des femmes qui découvraient mais il y a eu une prise de conscience, je dirais, de la société qui a pris acte du problème. J'ai l'impression. Eh bien, écoutez, dernière question, Ovidie, quels sont selon vous aujourd'hui vraiment les enjeux autour du féminisme? Sur quoi il faut vraiment... quelle est la priorité aujourd'hui pour faire avancer la cause des femmes? Sur quoi il faut en fait cristalliser nos forces et nos efforts? Alors c'est compliqué de dire quelle est la priorité parce que j'aime pas trop la priorisation des luttes. Souvent c'est un écueil, c'est une erreur qu'on a pu commettre dans d'autres militantismes, puisque voilà, l'idée de par exemple de passer ces combats-là autour du corps et des violences sexuelles, on les a passés un peu au dernier rang, puisqu'on estimait que le combat ultime, par exemple, c'était la lutte contre le capitalisme. Une fois qu'on aura lutté contre le capitalisme, on n'aura plus de problème, ce qui n'est pas vrai. Oui, parce qu'il y a le patriarcat. Ce qui est juste, parce qu'il y a le patriarcat derrière. Oui. Et donc, je ne suis pas trop pour prioriser les luttes. Maintenant, moi, ce sur quoi je dirais ma boussole, ce sur quoi je travaille depuis des années, c'est le corps. Et je dirais toutes les façons que j'ai eues de travailler d'une façon ou une autre, ça a toujours été de mettre le corps au centre, en tout cas de mes préoccupations militantes à moi, quoi. Bien, merci beaucoup, Ovidie. Merci vraiment pour votre présence et je vous souhaite une belle fête. Merci. Au revoir. Belle fête de l'UMA.